Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Sébastien Janicki, Postmodernité et éthique appliquée. Société, travail et politique, 2021. Benjamin German, Les obstacles de la pensée religieuse à l'apprentissage des sciences, 2021. Laurent Gomer, Le travail électoral, ethnographie d'une campagne à Paris, 2021. Paul J. à CQMARCQ, Tirer au sort les délégués ? Une question de démocratie à l'école, 2021. Maxime Tepa, Le néolibéralisme est un totalitarisme. L'impasse politique de la mondialisation, 2021. Charles-Édouard Leroux, Réparer les mémoires, 2021. Daniel Lago, La guerre et la paix dans l'histoire contemporaine, 2021. Philippe Rett, La ville face au vide, une nouvelle lecture du déclin, 2021. Étienne Allais, SOS préjugés, 2021. Marine Creuset, Corps sous influence. Les réseaux sociaux, entre carcan et émancipation, 2021. Christian Gauffer, La supercherie du télétravail. De l'usage politique des pandémies, 2021. Christian Jouvenot, Macron tombé du ciel. La crise et le cap, nouvelle édition, 2021. René Muzaliwa, Les présupposés du politique par-delà contingence et urgence, refonder l'État avec Julien Freund, 2021. Dédicace. À ma mère, à mon père. Exergue. La société au sens large a toujours son mot à dire dans un débat où la technique n'est jamais seule. Fernand Braudel. Préface. Aussi diversifiés qu'ils soient, les chocs qui se produisent dans plusieurs régions du monde dans plusieurs domaines ont indubitablement des répercussions graves sur nos sociétés et sur la façon dont nous envisageons de concevoir notre quotidien et notre avenir. C'est peut-être une banalité que d'affirmer cela. En tout cas, c'est une réalité incontestable. Ces événements, ces tensions, ces crises diffuses et multiformes se développent, se propagent à une vitesse inouïe. Il s'agit involontairement ou volontairement, de frapper les esprits impuissants devant l'ampleur des phénomènes, de bouleverser les croyances, d'ébranler ce qui constitue fonctionnement de la vie quotidienne, de surprendre chacun d'entre nous, d'interroger notre conscience et d'interpeller ce qui fait l'essence de notre intelligence individuelle et collective. Pendant ce temps, alors que le nombre de victimes s'alourdit, alors que la misère s'installe, alors que la précarité se développe, alors que la santé de tous est mise à mal, les richesses paradoxalement s'accumulent. Tout ce décor manichéen nous fait oublier le caractère éphémère de notre existence. Nous qui croyons encore et toujours réaliser de belles choses, comme si nous ne devions jamais mourir. Sans vouloir prétendre réécrire le déroulement de l'histoire de nos sociétés occidentales, arrêtons-nous un moment sur ce qui a marqué, et sur ce qui continue toujours à marquer, d'une empreinte indélébile notre esprit et nos comportements, nos modes de vie. Focalisons-nous le temps de cet ouvrage sur ce qui a freiné nos ambitions, détruit nos rêves, anéanti nos idéaux, gommé nos espoirs, bref gâché notre vie d'une certaine manière. Oui, ces mots ne sont pas trop forts pour qualifier le processus de décadence ou d'ensauvagement dans lequel le monde s'est engouffré et contre lequel il déploie des moyens considérables dans certains cas pour la limiter, mais pas dans d'autres. La liste des conséquences et des impacts est peut-être longue, certes, mais le citoyen d'aujourd'hui a le droit d'entendre, d'écouter, de voir, de savoir et de réfléchir sur ce qui a brisé ses croyances. Non pas par égoïsme, mais surtout par nécessité impérieuse d'avoir encore cette faculté de croire en des jours meilleurs, de raisonner, de s'inquiéter à juste titre, donc pouvoir esquisser un avenir plus radieux, surtout pour les générations futures. Pour ses semblables aussi. Ce livre, qui se propose de démystifier beaucoup de mots suite à des chocs de toute nature, est une opportunité de prendre conscience précisément de ces mots qui affectent nos sociétés dites modernes et en même temps,
une invitation à une réflexion collective et individuelle. Il interpelle l'économiste, le juriste, le politique, le citoyen, l'étudiant, l'élève, tout simplement. Enfin, cet ouvrage qui se veut afficher une dimension pédagogique, informative et cognitive est destiné à dresser un panorama des situations diverses avec des conséquences catastrophiques pour l'ensemble des nations. Il ne prétend ni être exhaustif, ni apporter un éclairage définitif sur la nature des thèmes. Bien au contraire, il souhaite apporter ce supplément de connaissances aux citoyens soucieux du fonctionnement et de l'avenir de leur pays. En même temps, il s'affiche comme étant une opportunité qui consiste à offrir des pistes de réflexion sur des thématiques ambiantes aux enjeux et impacts importants, sur fond de contradictions incomprises par ce qu'inexpliqué. Pour ce faire, cet ouvrage a été constitué de 2 chapitres. Le premier est consacré à non pas un catalogue mais à un regard objectif sur les différents chocs qui bouleversent le monde en général et les pays occidentaux en particulier. Le second chapitre se propose de dégager les principaux enseignements que nos sociétés contemporaines doivent tirer de ces phénomènes appelés également sous le vocable « crise ». Il vise enfin à mettre en évidence l'une des réponses majeures qui doit être le pilier et la force des stratégies à mettre en œuvre. L'État, ses objectifs et ses instruments. Introduction. L'histoire et le développement des nations sont caractérisés par une succession, voire souvent un enchevêtrement d'événements, de tendances, de comportements de tous ordres. Ces avatars sont légion. Ce n'est pas une surprise, c'est un fait notable qui, par la diffusion des informations et donc d'une certaine manière de la connaissance, interpelle les citoyens dans leur globalité. Cet ouvrage se donne pour perspective une prise de conscience collective soucieuse à la fois de la préservation et du devenir de nos sociétés empreintes de valeurs profondes et de la recherche constante et légitime d'un bien-être individuel, familial, entrepreneurial, national, bref, sociétal. Dans la plupart des discours officiels largement médiatisés, la notion de crise, parfois de guerre, revêt une signification lourde et sclérosante qui met en exergue la fragilité de nos sociétés. D'ailleurs, le concept de guerre est de plus en plus employé, car l'ennemi est particulièrement menaçant et surtout omniprésent. Les principales conséquences se traduisent par un effondrement des marchés, par une rupture des grands équilibres, par une concurrence exacerbée, par un effritement des valeurs, par des comportements anxiogènes, bref par des actes fortement agressifs. Ces maux hantent les esprits, freinent les initiatives et induisent des comportements attentistes, inquiets, mettant en danger la notion même, les objectifs et les instruments du progrès économique et social. Pourtant, cette prise de conscience collective s'est accompagnée d'un accès à la connaissance par les nouveaux outils et les innovations technologiques qui ont, sans nul doute, accéléré la diffusion et repoussé à chaque fois les limites du savoir. Mais les véritables questions demeurent. Parmi celles qui nous semblent fondamentales, celle-ci est de taille. Comment maîtriser l'information et ce, pour l'exploiter efficacement face aux menaces déstabilisantes ? Le rôle du citoyen et des pouvoirs publics doit, dans cette perspective, être significatif dans la réflexion et dans les actes à mettre en œuvre. Pourtant, malgré cela, des consciences dites éveillées persistent à plusieurs niveaux dans la recherche d'une vérité qu'elles croient bonne, sinon la meilleure, faisant fi des principes moraux, éthiques des autres qui constituent le fondement de nos sociétés. D'autres actions et événements qu'on pourrait qualifier d'inconscients continuent à déstabiliser le fonctionnement considéré comme normal des nations occidentales. Face à de tels comportements, le paradoxe qui émerge de ces situations est le suivant. Aussi bien la nature des chocs induits et la diversité des effets recherchés issus de la complémentarité des actes sont sous-estimés, aussi bien l'interrogation sur la recherche de l'ennemi est complexelle. En effet, celui-ci se dissimule partout. Invisible, il ignore les frontières, il n'a pas de passeport, se faufile entre les réglementations, s'installe dans les environnements durablement, bouleversant les aspects éthiques et idéologiques, voire demeure omniprésent et se réveille au bon moment par surprise. Nous ignorons où il va se manifester, et nous nous enfermons dans une peur qui devient collective et sclérosante, source de nos frustrations. Cette ambiguïté sémantique dans son mode opératoire, qu'elle s'appelle crise ou guerre, qui ne sont qu'une étape dans un processus long et destructeur, bouscule les schémas de pensée traditionnels, plutôt teintés de rationalité et de pragmatisme. Oui, l'irrationnel, car il faut l'appeler ainsi,
supplante l'absence d'anticipation, de scénarii objectifs et réalistes et se manifeste partout là où il observe des failles et des faiblesses chez les individus et dans les organisations. Elle envahit le monde, surprend, s'étend, se propage et détruit ce qu'il peut détruire, ignorant voire occultant les traces qu'il peut laisser dans les esprits, dans les consciences et dans les corps. Curieusement, cet ennemi souvent indescriptible et invisible se développe de façon exponentielle avec des ramifications qui ignorent les frontières, perdure aussi parfois par négligence, par omission, par stratégie ou par excès, à telle enseigne que la combinaison de tous ces éléments se traduit par des conséquences lourdes difficilement acceptables par nos sociétés, tant par les déstabilisations provoquées que par les déséquilibres durables subis dans tous les domaines d'activité de la vie financière, économique et sociale et morale. Ces phénomènes ainsi s'illustrent par leur permanence, leur soudaineté, leur répétition, leur durée et leurs impacts dommageables, perte de repères quels qu'ils soient, recherche d'identité, absence de visualisation et cécité organisationnelle voire stratégique. C'est le constat de nos sociétés modernes qui, sous couvert d'une maîtrise des nouvelles technologies, peinent à trouver des solutions adaptées et rapides. Or, c'est le moment ou jamais. Il en va de nos valeurs, de notre identité, de nos spécificités, de notre indépendance et de nos libertés. Le confort apporté par le progrès économique et social d'après-guerre nous a, en quelque sorte, éloignés de la survenance d'avatars et des bouleversements probables, et ce, quel que soit l'endroit sur la planète où ils se concrétisent et l'intensité et la force avec lesquelles ils s'expriment et se déploient. Cette ignorance ou cette faculté un peu trop facile d'oubli pousse à se conforter dans l'idée que l'improbable est définitif, et en même temps, plonge nos sociétés dans un refuge qui n'enferme que ceux qui veulent bien l'accepter. Ignorer signifie ne pas s'investir, c'est aussi ne pas s'engager. Nos activités et nos loisirs d'aujourd'hui résultent des efforts, des combats et des sacrifices de nos anciens, ce que nous avons tendance tous autant que nous sommes à l'oublier trop vite d'ailleurs. Cette forme d'épicurisme connaît ainsi aujourd'hui ses limites. Sans vouloir faire des prédictions, rien ne sera plus comme avant. Le pire est désormais devant nous. Il faut, sans détour, s'y préparer et se donner les moyens d'y faire face. Cela ne signifie pas qu'il faut en permanence douter de tout, et se donner des freins. Cela signifie qu'il faut continuer le combat sous d'autres formes, cognitifs, technologiques, stratégiques, politiques, diplomatiques, commerciales, économiques, car tous ces événements quels qu'ils soient ont des incidences économiques et sociales durables. La vraie question est la suivante, dans quel monde voulons-nous vivre ? Soyons les acteurs de nos richesses, soyons les nouveaux conquérants d'un nouveau monde à construire, donnons-nous les moyens de limiter et de freiner les ambitions venues d'ailleurs et d'élaborer nos propres ambitions, nos projets stratégiques. Dans un tel contexte, l'urgence me semble être la nécessité d'être sensibilisé à ces évolutions, de bien comprendre leurs mécanismes et d'appréhender ces phénomènes pour mieux les accepter, à défaut, ou afin de pouvoir les combattre efficacement avec les nombreux moyens dont les niveaux de connaissance dont nous disposons. Il est l'heure de mener une réflexion sur ces chocs, et de préparer les mentalités à mieux les affronter. Cet ouvrage se propose ainsi modestement de cibler les chocs qui ébranlent le monde en général, et notre pays, la France en particulier, et de dégager des pistes de réflexion pour mieux les appréhender dans un monde en constante mutation. Tirer des enseignements qui transforment le monde, de quels outils aurons-nous besoin et quels seront les processus à mettre en œuvre pour construire l'avenir, même si John Maynard Keynes affirmait qu'à long terme nous serons tous morts, telle est donc la démarche qui sous-tend cet ouvrage. Chapitre 1. Identification des chocs et de leurs impacts sur les nations. La majeure partie des chocs, crises ou guerres ont un dénominateur commun. Une étape particulière dans un processus, destiné à perturber le fonctionnement normal des organisations, des sociétés, donc le quotidien des individus. La recherche des faits est claire, qu'elle soit volontaire ou non. Il est tout de même surprenant que, pour la plupart de ces avatars, l'absence d'anticipation a brillé par son absence, alors que le fait de disposer d'outils de mesure, de prévention et de calcul couplés avec les nouvelles technologies permet souvent de prévoir ce qui était encore imprévisible il y a quelques années. Si l'anticipation est une chose, le processus de décision en est une autre et celui-ci est fondamental pour asseoir une forme d'autorité collégiale ou non. Si le choc ébranle, secoue, la crise apparaît comme une douleur qui devrait n'être que passagère au sens clinique du terme,
et la guerre est un état destiné à durer sous la forme d'un affrontement au sens occidental du terme. L'histoire est jonchée d'exemples. La guerre de 100 ans, la guerre du Kippour, la guerre du Vietnam, la guerre en Irak et en Afghanistan, etc. Les théâtres sur lesquels ces événements malheureux, du point de vue occidental, sont les régions, les territoires et la rue. Les territoires, dont la sémantique a considérablement évolué au fil des décennies, souvent l'objet de convoitises croissantes, sont des théâtres d'affrontement pour une parcelle ancestrale et pour une reconnaissance des droits de certains peuples, à disposer d'eux-mêmes, selon la formule consacrée. Les territoires constituent l'ancrage même des peuples qui ont choisi de s'y installer pour des raisons multiples. Ces espaces constituent le socle de richesses considérables, y compris les traditions qui se transmettent de génération en génération. Leur annexion à un État dépend étroitement des moyens engagés, et donc du poids de la force mise en place sur la base d'une violence démesurée dont la propagation se heurte à peu de limites. La rue devient, en complément des territoires, le lieu d'expression démocratique à travers des revendications orales et populaires caractérisées souvent par des actes de violence extrême. Il s'ensuit, lorsque ceux-ci perdurent, des peurs et des inquiétudes susceptibles de mettre en péril le concept même d'appartenance à une nation. S'exprimer dans la rue a également d'autres finalités, faire entendre des voix par d'autres moyens et montrer au monde les réalités des situations évoquées par les décideurs, car l'écrit semble ne plus suffire, encore moins la confiance dans les discours démagogiques, dont le contenu est parfois perçu comme étant contradictoire dans un contexte où le taux de croissance économique, jusqu'à maintenant, oscille entre 1 et 2% et où les grandes entreprises nationales engrangent des profits démesurés, alors que la nation vit l'une de ses plus importantes crises. Cette méfiance affichée et démontrée physiquement a soulevé des problématiques dont il est difficile encore aujourd'hui de savoir si, une fois exprimées, elles seront suivies d'effets à court, moyen et long terme. Ainsi, la mise au grand jour des réalités économiques démontre un éveil de plus en plus grandissant des populations, éveil accentué par les messages véhiculés par les médias à travers les différents supports. Si la rue apparaissait révolutionnaire, porteuse de changement, elle voit aujourd'hui s'exprimer des violences qui traduisent des inégalités sociales et culturelles toujours plus fortes. Elle contient aussi des formes plurielles de socialisation et de désocialisation. Elle montre comment les exclus de l'intérieur et les inclus se côtoient, s'évitent et entrent en conflit. Elle montre aussi comment certaines formes de mobilisation collective traduisent peut-être le désir de recréer confiance et entente, pour plus de progrès économique et social. La rue est aussi entendue comme une épreuve pour l'identité et pour sa reconnaissance. L'époque des sans est commencée. Après les sans-culottes sont apparus les sans-papiers. Depuis des décennies, les sans-domicile fixe constituent une image choc dans la 5e puissance mondiale reléguée au 6e rang, car la rue est leur espace de vie et d'errance, sans destin en quelque sorte. À cela s'ajoute un nouveau vocable. Les sans-abri qui s'isolent du reste du monde social, car privés de ressources et vivant des situations précaires à la suite d'accidents de la vie et à des mauvais choix en termes de parcours, les uns entraînant sous l'effet du déterminisme, les autres. Ces oubliés de notre civilisation n'ont qu'un seul objectif au carrefour des besoins fondamentaux, survivre. Plus largement, les nations occidentales n'ont aussi qu'un but légitime, celui de vivre en paix et libérés des contraintes extérieures. Pourtant, ceci a un coût qu'il ne faut pas perdre de vue. Nous voyons donc que la liberté d'expression, et d'une façon plus large, les libertés en général, semblent connaître elles aussi leurs propres limites dès lors qu'elles n'entravent pas le fonctionnement normal des institutions. Ces chocs liés à des violences extrêmes semblent annihiler le fondement même des libertés individuelles et mettre en péril la frontière entre le droit, la politique et la philosophie. 1.1. Le choc idéologique. 1.1. Les origines du choc idéologique. Le choc idéologique trouve ses fondements dans le bouillonnement idéologique de la fin du XIXe siècle. En effet, même si la Commune de 1871 fut éphémère et ne toucha Paris et quelques villes de province, l'onde choc idéologique fut énorme, reposant, comme en 1793, sur les dilemmes liberté-égalité, ordre-désordre. Le manichéisme idéologique faisait alors son apparition. La défaite de Sedan et la terreur révolutionnaire suscitèrent une importante crise intellectuelle et morale,
qui fut propice à un renouveau des idées politiques en France. Après la guerre de 1914 à 1918, le débat idéologique reprit, bien que les idéologies fussent ancrées dans des certitudes que la guerre avait engendrées. Les idées politiques ne sont pas sorties indemnes de la Deuxième Guerre mondiale. Le conflit avait atteint son paroxysme de l'horreur, et la réalité mit du temps à être exprimée en raison d'un sentiment mêlé d'incrédulité et de honte pour l'humanité. Le nombre de victimes dépassait 60 millions, et les civils à eux seuls représentaient 45 millions. L'Holocauste avait exterminé de 11 à 15 millions de personnes. La Shoah, la catastrophe, frappa 5 à 6 millions de Juifs dont la moitié périt dans l'univers concentrationnaire. Les actions comme la déportation, l'antisémitisme, les camps d'internement, les exécutions sommaires ne s'arrêtèrent pas aux frontières du Reich et Staline en relaya la perpétration durant, mais aussi après le conflit. 1.1.2 L'évolution des idées. Malraux disait que l'homme est d'abord ce qu'il fait, et que pour cela il a besoin d'engager des combats qui dépassent sa propre vie. Or, au cours de toute sa vie, l'individu a développé son intelligence et sa raison pour lui permettre de mieux agir. Ainsi, les idées sont devenues des objets de croyance après avoir connu le stage d'outils. Depuis, un phénomène d'intellectualisation s'est fait jour au fil des années jusqu'au début de ce siècle pour se heurter à un essoufflement des idéologies. Pour autant, le mouvement des idées fait son chemin et l'on finit par sombrer dans l'intemporel et d'être convaincu que ce que l'on réalise est éternel. Les idées nouvelles viennent des crises passées, animées par la chaleur qui les a créées. La limite à laquelle elles se heurtent vient de la brutalité de la confrontation et de la vivacité du débat sur les questions de notre temps. 1.1.3 Le développement des tensions. Cependant, les tensions ethniques, territoriales et régionales se sont accrues, faisant apparaître le besoin de se défendre à tout prix. Les grands blocs Est et Ouest ont longtemps scellé un monde bipolaire et les rivalités de tous ordres se sont amplifiées en sourdine. D'un côté, il s'agissait de se prémunir contre toute agression, de l'autre, il était question de maintenir une présence régionale. Parfois les attitudes étaient liées et se confondaient dans une course aux armements sans précédent, contraignant chaque nation à un effort de défense sans précédent avec les risques innombrables pour la sécurité collective. À titre d'exemple, les dépenses consacrées au commerce des armements n'ont cessé de croître depuis les années d'après-guerre. Les idées sont folles lorsqu'elles ne veulent entendre ni l'humanisme ni la raison, et qui les écoute est encore plus fou, car comme disait le journaliste Pierre Lazareff, les idées existent à travers les faits et les faits à travers les hommes. L'un des événements majeurs qui a marqué l'évolution des idées dans le monde est la chute du mur de Berlin en 1989. L'interprétation de ce geste politique mérite que l'on s'y attarde tant pour comprendre ses fondements, que pour évaluer les conséquences qu'il a induites. Depuis, l'évolution des relations internationales a permis de sceller des accords entre pays et de faire se rencontrer et se parler les dirigeants, conscients des crises régionales et de leur extension possible sur des territoires à proximité. La multiplicité des foyers de tension et les impacts sur nos économies occidentales contraignent les gouvernements à limiter, voire à occulter de façon permanente les différences d'approche idéologique pour construire la paix sur la base de résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Cela signifie qu'il est difficile d'être indifférent aux menaces de tous ordres, et qu'il importe constamment de construire des formes nouvelles de dialogue pour limiter les débordements d'actions guerrières naissantes ou durables. 1.1.4 L'insuffisante analyse des conflits. Cependant, beaucoup de conflits ont été analysés de façon trop simpliste comme des phénomènes périphériques ou secondaires par rapport à la bipolarité, alors qu'ils se sont révélés d'une très grande importance. Deux phénomènes ont été particulièrement sous-estimés dans l'analyse des dernières années de la guerre froide. Le premier concerne l'effondrement des appareils étatiques dans de nombreux pays de la périphérie. Libéria, Liban, Afghanistan, Somalie, etc. La guerre froide a tenté pendant un certain temps, en investissant stratégiquement tel ou tel pays, de maintenir ces appareils d'État un peu malgré eux. Mais dès que le mur est tombé, on a assisté à un effondrement général, parce que plus aucune main-d'œuvre extérieure ne les maintenait en vie. Le second phénomène est la mondialisation elle-même,
qui est d'abord un phénomène de résorption du temps affectant les bourses mondiales, les marchés financiers, mais aussi les moyens de communication et de transport, l'accès aux différents espaces mondiaux. Ce phénomène s'est développé très rapidement, et on ne l'a découvert dans toute son ampleur qu'après la guerre froide, après nous être débarrassés d'une lecture trop idéologique du monde. D'ailleurs, l'écrivain et le sociologue Norbert Elias nous invitait déjà à considérer la mondialisation comme un phénomène sociologique, contre lequel il ne faut pas prendre de position théorique, mais qu'il faut savoir examiner en dehors du paradigme Est-Ouest. Mais si nous adoptons cette attitude aujourd'hui, cela ne signifie pas pour autant que la mondialisation n'est apparue qu'avec l'intérêt que nous lui avons porté. 1.1.5. Le commerce des armements. Dans un tel contexte, bien que le traité sur le commerce des armes, TCA, soit entré en vigueur il y a près de 6 ans, le commerce mondial des armes ne cesse de s'accroître. Bien que des rencontres internationales aient lieu à Genève, beaucoup reste à faire. Après plus de 20 ans de travail de campagne mené par Amnesty International et les ONG partenaires de la Coalition pour le contrôle des armes, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté par un vote décisif le traité sur le commerce des armes, TCA, en avril 2013. Ce traité est entré en vigueur le 24 décembre 2014. Le TCA est donc un traité international qui fixe pour la première fois des interdictions dans le but de mettre fin au transfert entre États d'armes, de munitions et d'articles connexes, lorsque l'on sait qu'ils seront utilisés pour commettre ou faciliter un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Chaque année, une évaluation est effectuée afin d'analyser s'il existe un risque majeur, que des exportations d'armes contribuent à de graves violations du droit international humanitaire et relatif aux droits humains. Cependant, bien qu'ils se soient engagés à réglementer le commerce irresponsable des armes, des États continuent de vendre des armes à des gouvernements qui commettent de graves atteintes aux droits humains. L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, SIPRI, le Small Arms Survey, l'annuaire sur les armes légères, et l'Uppsala Conflict Data Programme, programme de collecte de données sur les conflits de l'Université d'Uppsala, ont établi un inventaire des dépenses mondiales en armement. En effet, d'après les estimations du SIPRI, la valeur totale des transferts internationaux d'armes en 2017 s'élevait au moins à 95 milliards de dollars. Les ventes des 100 premiers fabricants d'armes s'élevaient à un montant estimé à 398,2 milliards de dollars en 2017. Concernant les dépenses militaires dans le monde en 2018, la part des États-Unis se montait à 36%. Les États-Unis sont de loin le plus important exportateur d'armes du monde. Entre 2014 et 2018, l'Arabie saoudite a été le principal destinataire, absorbant 22% des exportations américaines. Depuis 2003, année où il a atteint son plus haut niveau depuis la fin de la guerre froide, le volume des transferts d'armes internationaux est en constante progression. Sur la période 2014 à 2018, les États-Unis, la Russie, la France, l'Allemagne et la Chine ont totalisé 75% des exportations mondiales. À l'inverse, les principaux importateurs d'armes sur cette période étaient l'Arabie saoudite, l'Inde, l'Égypte, l'Australie et l'Algérie. Ensemble, ils ont totalisé 35% des importations d'armes. Pour la période 2014 à 2018, les principaux clients des 5 premiers exportateurs d'armes du monde sont États-Unis, Arabie saoudite, 22% du total des exportations, Australie 7,7%, Émirats arabes unis 6,7%. Russie, Inde 27%, Chine 14%, Algérie 14%. France, Égypte 28%, Inde 9,8%, Arabie saoudite 7,4%. Allemagne, Corée du Sud 19%, Grèce 10%, Israël 8,3%. Chine, Pakistan 37%, Bangladesh 16%, Algérie 11%. Cette course aux armements est caractérisée et freinée par un nouveau concept appelé « maîtrise des armements », piloté par une division de l'état-major des armées depuis maintenant une vingtaine d'années. Malgré cette évolution, les transferts d'armes à destination du Moyen-Orient ont augmenté de 87% entre 2009 à 2013 et 2014 à 2018. Plus de la moitié des exportations d'armes américaines étaient destinées au Moyen-Orient entre 2014 et 2018. En 2014 à 2018,
59% des exportations d'armes du Royaume-Uni étaient destinées au Moyen-Orient. Dans l'immense majorité, il s'agissait de livraisons d'avions de combat à l'Arabie saoudite et à Oman. De 2014 à 2018, l'Arabie saoudite est devenue le plus grand importateur d'armes du monde. Les importations d'armes en Arabie saoudite ont augmenté de 225% de 2013 à 2017. De 2014 à 2018, plus de 4000 véhicules blindés ont été livrés à l'Arabie saoudite par l'Autriche, le Canada, la France, la Géorgie, l'Afrique du Sud et la Turquie et 338 tanks ont été livrés par les États-Unis. En 2019, les ventes d'armement ont progressé de 5% pour atteindre 420 milliards de dollars, selon le SIPRI. La volonté de moderniser leur industrie de défense est l'une des explications des dirigeants politiques, tout en affichant l'impératif de se défendre contre les menaces émanant des nouveaux conflits armés mieux qu'avant en disposant de nouveaux matériels plus performants. 1.1.6 L'évolution des dépenses militaires. La vraie question consiste, en matière de dépenses pour la défense, à ne pas dépasser les 3% du produit intérieur brut. Les données de la Banque mondiale sur une longue période de 1960 à 2019 témoignent d'un effort réalisé par les pays dans ce domaine. À titre d'illustration, si certains taux atteignaient la fourchette de 5 à 6% dans les années 60, lors de périodes de la guerre froide, force est de constater qu'un consensus semble avoir été trouvé parmi les membres. En effet, la consigne ci-dessus mentionnée vise à faire en sorte que les pays respectent leurs engagements en matière de dépenses militaires pour ne pas subir un dérapage de celles-ci, et ce, au détriment d'autres dépenses nationales tout aussi utiles. Enfin, plus largement, les dépenses militaires en 2014 en milliards de dollars courants se répartissent de la manière suivante. D'après les estimations de Small Arms Survey, plus d'1 milliard d'armes à feu sont en circulation dans le monde, pour la plus grande majorité entre les mains de civils. On dénombre environ 21 armes à feu pour 100 habitants aux États-Unis, 53 au Yémen, 39 au Monténégro et en Serbie et 35 au Canada et en Uruguay. En 201, le Venezuela et le Salvador présentaient des taux les plus élevés de morts violentes par arme à feu. Small Arms Survey estime que sur une période de 50 ans, la production mondiale de fusils d'assaut militaires, de carabines, de pistolets et de mitrailleuses lourdes et légères oscillera entre 36 et 46 millions d'unités. 1.1.7 Le lourd bilan humain. Le bilan humain de cette activité est lourd si l'on en juge par le nombre de personnes mortes dans les conflits armés depuis 1989. 2 436 351 dont plus de 77 380 en 2018, selon le programme de collecte de données sur les conflits de l'Université d'Uppsala. Enfin, en 2017, le nombre de morts violentes a connu une très forte hausse dans le monde. Environ 589 000 personnes ont perdu la vie de manière violente. Cette poussée de violence armée fut la plus meurtrière en Amérique. 1.2 Le choc pétrolier. L'expression choc pétrolier fait référence aux conséquences sur l'économie mondiale d'une modification brutale de l'offre de pétrole, combinant hausse du prix et augmentation de la consommation et ou baisse de la production. 1.2.1 Les origines du choc pétrolier. Au début des années 1970, les puissances occidentales viennent de connaître près de 3 décennies de forte croissance, les 30 glorieuses. Cette croissance fulgurante repose, entre autres, sur l'accès à un pétrole abondant et bon marché. À cet effet, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPP, est créée en 1960 pour contrebalancer le pouvoir des grandes compagnies pétrolières. Pourtant, avant 1970, la situation du marché pétrolier est loin d'être inquiétante. Le cours du baril de pétrole est très stable, aux environs de $3, et n'a augmenté que de 2% en 20 ans. C'est une situation surprenante d'autant que la demande pétrolière croît plus de 7% par an depuis 1960. La forte croissance engendre un besoin supplémentaire de ressources. La demande énergétique s'accroît si rapidement qu'en 1971, les États-Unis atteignent un pic de production de pétrole. La production domestique ne peut augmenter davantage. Les États-Unis s'alimentent alors à bas coût dans les pays du Moyen-Orient qui sont de grands exportateurs. L'Arabie saoudite, notamment,
représente déjà 21% des exportations mondiales de brut. Les relations entre les États-Unis et les pays exportateurs de pétrole se tendent, lorsque l'hyperpuissance mondiale abandonne le système de Bretton Woods et dévalue ainsi le dollar. Le cours du pétrole étant libellé dans la devise américaine, les revenus des pays exportateurs chutent. Ces derniers crient au scandale et réagissent en indexant le prix du baril sur le cours de l'or. Une première vague de hausse du pétrole se produit. 1.2.2. Les conséquences des tensions. Le 6 octobre 1973, la guerre du Kippour éclate au Moyen-Orient lorsqu'une coalition d'États arabes menée par l'Égypte et la Syrie attaque l'État d'Israël. Celui-ci s'en remet à l'aide matérielle des États-Unis et repousse l'offensive avant que le 22 octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'intervienne et ne mette fin à la guerre du Kippour. Les pays membres de l'OPEP décident alors d'un embargo sur les livraisons de pétrole à l'encontre des pays développés soutenant Israël, principalement les États-Unis, les Pays-Bas, le Portugal et l'Afrique du Sud. Le quasi-monopole de l'OPEP sur le marché du pétrole lui permet d'augmenter de 70% le prix du baril brut, tout en réduisant la production de ces pays membres de 5% puis de 25% par mois. Entre octobre 1973 et décembre 1973, son prix quadruple, s'échangeant désormais à 11,65 $ après un pic de 18 $. La pénurie de pétrole suscite une forte panique sur les marchés, ce qui contribue au prolongement de l'envolée des prix. Face à cette situation, les pays occidentaux réagissent de manière désorganisée. Les États-Unis créent l'Agence internationale de l'énergie, AIE, dont le but est d'établir un système bénéficiant aux différents acteurs du marché pétrolier, mais son action est inefficace. Au sein des pays développés, les opinions sont divisées. Lorsque les États-Unis tentent de créer leur propre cartel à la manière de l'OPEP, c'est la France qui s'y oppose fortement. Ce sont donc les grandes compagnies pétrolières qui prennent en charge l'organisation du rationnement. Après 5 mois, l'embargo est levé. L'offre redevient rapidement excédentaire, ce qui permet de stabiliser le marché. Cependant, cette hausse des prix s'est répercutée dans toute l'économie, notamment sur les coûts de production de nombreux produits. Les pays développés sont alors en pleine stagflation. La croissance économique est nulle et est accompagnée d'une forte inflation, dont l'ancien Premier ministre dira qu'elle est le cancer du capitalisme contemporain. Le chômage et les conflits sociaux deviennent importants. Cette situation provoquera une crise très violente sur le marché obligataire en Angleterre qui contraindra le FMI à consentir au plus grand emprunt de son histoire à l'époque, 3,9 milliards de $. Bien qu'une reprise de l'activité apparaisse à partir de 1976, la situation économique ne se réglera pas d'elle-même. Avant même qu'elle ait pu se confirmer, le second choc pétrolier éclate en 1979. Depuis 1969, le prix du baril WTI, en moyenne annuelle, est passé de 4 $ à 15 $ en 1977, à presque 40 $ en 1981 pour redescendre à 27 $ en 1985. Suite à la révolution iranienne, une république islamique est instaurée en Iran. Le nouveau régime appelle à renverser celui de son voisin irakien, présidé depuis peu par Saddam Hussein pour y imposer le mouvement islamique. De peur d'être renversé, Saddam Hussein attaque l'Iran le 22 septembre 1980. Sous l'effet conjugué de la révolution iranienne et du déclenchement de la guerre Iran-Irak, la production de pétrole mondiale se réduit. Dans le même temps, le mouvement de reprise économique a relancé la demande mondiale. Le prix du pétrole est de nouveau en très forte hausse, stimulé par un mouvement de panique qui s'empare du marché entier. Les cours grimpent sans que cela soit réellement justifié. À titre indicatif, le cours du baril passe de 13 à 40 $ entre septembre 1978 et mai 1979. Comme en 1973, la hausse du prix du pétrole affecte l'économie et la croissance des pays développés. Pas encore rétablis du premier choc pétrolier, les pays développés entrent dans une période de forte récession caractérisée par une hausse des taux d'intérêt de 20%, du chômage, ainsi qu'une inflation à 2 chiffres. La crise économique dans les pays occidentaux accompagnée d'une recherche des économies d'énergie entraîne une réduction de la demande de pétrole.
Les pays développés cherchent en effet à réduire leur consommation, comme par le rationnement du pétrole aux États-Unis. De plus, l'exploitation des gisements plus difficiles d'accès devient rentable. Les pays et les compagnies pétrolières se mettent à la recherche de nouveaux gisements d'or noir, ce qui diversifie les sources de pétrole mondiales. Les prix se stabilisent aux alentours de $30. Au total, les 2 crises pétrolières ont fait suite à 2 crises géopolitiques. Les tensions entre les pays très dépendants de l'or noir, principalement les pays de l'OPEP, et les États-Unis, ont entraîné des hausses de prix vertigineuses. De par la dépendance des économies des pays développés au pétrole, ce dernier a été utilisé à des fins politiques. La hausse des cours a aussi entraîné un changement dans les comportements énergétiques des pays développés. Elle a favorisé l'essor de nouvelles sources d'énergie, notamment le nucléaire qui fait son apparition en France et au Japon, où les systèmes énergétiques ont aussi été modernisés pour une meilleure rentabilité. À la suite de ces 2 crises, l'OPEP a perdu de sa puissance politique et économique. La diversification des zones d'exploitation pétrolière et des divisions au sein de ses pays membres ne lui permettront jamais de retrouver une telle influence. En 1980, un nouvel ordre mondial est défini pour le baril de pétrole. D'un baril à un peu plus de $3 en 1970, il s'échange à $13 en 1978 puis aux environs de $30 après 1980. Un niveau de prix qui reste tout de même très éloigné du pic atteint en juillet 2008, de $144,72. Depuis 1990, la consommation mondiale de pétrole est exponentielle en Asie et en Océanie, 35%, suivi par l'Amérique du Nord, 23%. Ensuite, l'Europe semble se stabiliser autour de 15%. Puis, le Moyen-Orient affiche un taux de 9% et l'Amérique centrale un taux de 7%. En mars 2020, du fait que planète tout entière tourne au ralenti, l'économie mondiale subit de plein fouet la crise du coronavirus qui a fait plonger le cours du pétrole jusqu'à moins de $30 le baril, Brent, alors qu'en 2011, celui-ci s'affichait à $110 contre $29 en 2003. Les conséquences sont lourdes pour les pays comme l'Algérie, le Nigeria et l'Angola. Par ailleurs, la chute de la rente pétrolière accentuera une crise sociale et politique déjà explosive. C'est le cas d'Ultrac qui a besoin d'un baril à $60 pour équilibrer son budget. Il en va en effet du financement des services publics essentiels comme la santé et l'éducation dans un contexte d'instabilité due aux affrontements entre sunnites et chiites. En Europe, les conséquences ne seront pas non plus négligeables. En effet, la réduction des consommations de pétrole et de ses produits dérivés constituera un manque à gagner considérable en termes de TVA, qui rapporte en temps normal plus de 150 milliards d'euros à l'État français pour les gouvernements. Si réduire les déplacements demeure une décision essentielle et courageuse en période de crise, il faut s'attendre à une incidence sur le déficit budgétaire et donc sur les modalités de financement des investissements et des activités régaliennes. D'autres pays comme ceux du Golfe et les anciennes républiques soviétiques sont en déficit budgétaire lorsque le baril passe en dessous de la barre des $45. Si les cours restent au niveau actuel, Bahreïn, Oman et le Kazakhstan verraient leurs déficits extérieurs grimper à des niveaux critiques. D'autres pays, comme le Kazakhstan, pourraient être contraints à dévaluer leur monnaie. Enfin, la décision prise par l'Arabie saoudite de baisser ses prix et d'augmenter sa production de 25% crée inévitablement une onde choc pour l'économie mondiale. Dans le même temps, pour ce pays, un baril à $84 est nécessaire pour financer ses politiques publiques. À l'aune de ces événements, le choc pétrolier de manière générale va exercer une influence considérable sur les décisions des politiques publiques qui nécessiteront des arbitrages fins adaptés aux exigences citoyennes. 1.3. Le choc démographique. L'évolution de la population mondiale est un sujet de préoccupation pour les dirigeants de la planète, quand on sait qu'elle exerce une influence très significative sur l'économie et le social. 1.3.1. L'importance de la démographie. L'attention que portent les démographes sur l'évolution de la population dans le monde est justifiée par le fait qu'en analysant les autres problématiques du siècle, telles l'épuisement des ressources naturelles et les conséquences écologiques également,
de fortes inquiétudes surgissent et exigent, dans des délais très courts, une réflexion, une prise de conscience collective et des réponses sur le devenir de nos sociétés et surtout sur ce que nous léguerons aux générations futures. C'est précisément parce que ces conséquences peuvent être dramatiques qu'un sursaut doit être envisagé, en tenant compte notamment des impacts économiques, sociaux, culturels, financiers, etc. 1.3.2 Les grands traits de l'évolution démographique. Il faut savoir qu'après la révolution agricole, il y a environ 5000 ans, la population a quadruplé. En Europe, la population est relativement stable autour de 50 Homo sapiens à 70 000 ans. À la fin de la période glaciaire, ce chiffre atteint 30 000 et en moins de 2000 ans, ce chiffre atteint 300 000. En moins de 2000 ans après le néolithique, ceci résulte d'une stratégie qui a consisté à se couper de la nature. À ce moment-là, 60% des mammifères sont des animaux domestiques, mais on finit par élever des vaches pour produire de la nourriture carnée, ce qui justifie pour une large part les problèmes de biodiversité et de climat aussi. Le fait majeur du choc qu'induit l'évolution démographique est tout d'abord qu'elle est inégale selon les continents et les pays eux-mêmes. D'emblée, les solutions à mettre en œuvre pourraient sembler contrastées car ce qui est applicable dans une région du monde ne peut être concrétisé à l'échelle d'autres régions ou d'autres pays. Les traditions culturelles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.